Et le Centre Le Pèlerin, c'est un centre qui répond à la quête de sens contemporaine au Québec et ailleurs dans le monde, hein, avec une offre unique de formation et de services en accompagnement spirituel. Alors, nos relations interpersonnelles, ils portent souvent leur poids, hein, au cœur de notre quotidien. Puis, ils peuvent faire obstacle à notre bonheur des fois, hein, Mhm. d'où notre intérêt pour le On sujet. t'aura pas personne, toi. Mais on Nous t'a vu. abordons abondamment le sujet des relations au cours des sessions d'évangélisation de profondeur qui sont offertes chaque année. Alors, puis on en parle aussi dans les groupes de lecture des livres de Simone Paco, qui est fondatrice du mouvement en France. EDP s'était planté au Québec depuis plus de 20 ans. Alors aujourd'hui, on tente une nouvelle expérience. Et pourquoi participer à ce webinaire? Ben, la retraite, ça nous met face à de nouveaux défis, hein. Il y a le défi financier, puis ça, on est habituellement assez bien informé sur le sujet, hein, au niveau financier. Mais il y a aussi le défi humain, c'est-à-dire les relations qui vont subir un certain changement, hein. Les relations de couple seront plus tout à fait pareilles, vécues de la même façon, les relations familiales, les relations amicales aussi, on perd un réseau parfois, hein, en prenant notre retraite. Alors, donc, ce webinaire, c'est pour ceux et celles qui souhaitent s'outiller, hein, pour mieux vivre cette étape de la retraite et vivre des relations les plus harmonieuses possibles. Puis, c'est peut-être pour ceux aussi qui anticipent ce moment de la retraite à cause de relations qui déjà sont difficiles à vivre, hein. C'est possible. Alors, les craintes peuvent être nombreuses et bien ressenties. Alors, ce webinaire, ça va peut-être vous permettre de trouver des pistes concrètes de réflexion, hein. On va vous en donner la possibilité. Il y aura quelques suggestions de petits pas à poser pour déjà, dans notre aujourd'hui, vivre des relations plus respectueuses et épanouissantes. Pour nous, puis pour les autres aussi. Alors, dans notre recherche, nous nous sommes beaucoup inspirés justement des livres de Simone Paco et de son intuition sur des repères de vie ou des lois de vie elle nomme comme ça, qui aident particulièrement à nous éclairer dans nos relations et aussi de certaines recherches sur le sujet. Alors, dans le fond, le plan est assez simple. José va explorer le sujet sous différents angles. Ensuite, nous aurons le témoignage de Lucille Lanois, et nous aurons ensuite un moment où on pourra regarder les pistes disponibles là, pour faire des petits pas à faire. Et il y aura la période de questions qui va suivre avec vous autres. Alors, on commence. Je vous présente d'abord Josée. Josée, elle est mariée et mère de 2 enfants. Elle est technologue en architecture et elle travaille dans un bureau d'architecte. Elle est chargée de projet et fait de la surveillance de chantier. C'est pas ordinaire pour une femme qui travaille dans un monde d'hommes, hein? Et Josée, elle est aussi impliquée comme accompagnatrice et animatrice dans la session qui se donne à Québec sur les fins de semaine. Alors, depuis quelques années déjà. Alors, voici notre belle Josée qui va nous donner un beau contenu sur les relations à la retraite, qui sont pas toujours un cadeau. Bien, merci beaucoup, Carmen. C'est bien gentil pour cette introduction. Alors, j'aurai le plaisir de jaser avec vous ce matin des relations à la retraite. Puis, comme Carmen l'a nommé, ben, je suis au travail. Non, je ne suis pas à la retraite, mais c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup parce que je suis entourée de gens qui sont à la retraite, mais mes enfants sont quand même de plus en plus grands et c'est une étape qui s'en vient aussi. Et j'ai vraiment le souhait de vivre cette étape-là de manière sereine et épanouie avec mon conjoint. Donc, c'est important pour moi, que c'est une recherche que je souhaitais faire. Alors, ça m'a fait plaisir de me joindre à l'équipe du comité pour le webinaire. Et dans l'équipe, on a commencé à faire des recherches sur le sujet et on s'est rendu compte qu'il y a
panoplie de choses. Si vous fouillez sur Internet, vous allez trouver énormément d'informations sur comment se préparer à la retraite, mais comment se préparer financièrement, comment qu'on prépare, on trouve nos assurances, quelles étapes on suit, pour s'assurer là, de manquer de rien rendu à la retraite. Par contre, notre constat, puis on était assez surpris de ça, on n'a à peu près rien trouvé sur le côté, je dirais, plus psychologique ou l'aspect plus humain de ce passage-là. Puis pourtant, c'est quelque chose qu'on rêve tous depuis tant d'années. Je vous le dis, moi, je suis mi-quarantaine, puis j'y rêve déjà à ma retraite. Mais les gens rendus dans cette étape-là, les commentaires qu'on a, c'est que, oups, il y a du sable dans l'engrenage, il y a des choses qui fonctionnent pas. Par exemple, je dirais des couples qui se retrouvent à la retraite. On avait projeté des beaux rêves, des belles choses, puis oups, là, ça commence à être peut-être un petit peu plus décevant. Madame a rêvé de voyager parce qu'elle a passé beaucoup de temps à la maison, mais monsieur, lui, a travaillé longtemps, puis il préférait rester dans ses pantoufles. Donc, on n'est pas tout à fait à la même place. Aussi, le retour à la maison, ben on avait peut-être des fois chacun notre territoire. Je vais encore traditionnellement, madame avait la cuisine, monsieur avait le garage, mais là, monsieur a le goût de s'impliquer dans la cuisine, madame a le goût de jardiner et s'impliquer dans le garage. Des fois, ça peut bousculer peut-être certaines habitudes qu'on avait. La relation parentale aussi avec nos enfants peut changer. Nos enfants sont partis. Pour certains, ça crée un grand vide. Ça vient bousculer quelque chose. Pour d'autres, sont rendus grands-parents. Ils ont l'impression de se faire dompter les enfants puis d'être rendus une remplacement de gardienne seulement. Ça change aussi la donne. Pour les gens qui ne sont ni en couple, qui n'ont pas d'enfants, qui ont eu peut-être une vie professionnelle très nourrissante, qui ont passé beaucoup de temps au travail avec des collègues, puis là, ils se retrouvent, un petit peu dans le vide. Ils commencent à chercher les relations qui les nourrissaient, qui sont plus aussi présentes qu'elles l'étaient. Et aussi, avec le vieillissement, des fois, on perd des amis, des collègues, de la famille. Donc, on voit des gens partir pour la grande aventure, disons-le comme ça, et on se retrouve avec un certain sentiment de solitude. Donc, la retraite amène tout son lot de bouleversements. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a fait quelques recettes, j'aimerais vous présenter quelques statistiques sur lesquelles on est tombé et qu'on a trouvé très intéressantes. Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit signe de tête que vous voyez mon écran? Merci. Statistique qui nous a beaucoup surpris, 25% des divorces au Québec concernent les 55 ans et plus selon Statistique Canada. C'est le quart des divorces qui se passent à la pré-retraite et à la retraite. C'est quand même majeur. C'est un gros indice qu'il se passe quelque chose à cette étape-là. Désolée, j'essaie de faire avancer mon diaporama et ça fonctionne pas. Ça donne-moi 2 secondes. Voilà. Par contre, on a une autre belle statistique sur laquelle on est tombé, c'est que les retraités qui sont engagés, donc qui sont en relation avec les autres, ont un indice de bonheur supérieur de 15 à 25% selon l'Institut de la statistique du Québec. Donc, les relations, pas nécessaire, c'est pas toujours difficile, mais ça peut être très nourrissant quand on les entretient. Dernière statistique qu'on a rajoutée, je vous dirais un peu à la dernière minute, qui a été publiée dans la presse, c'est il y a 2 semaines. C'est un peu plus triste. Les hommes âgés entre 50 et 64 ans présentent le plus haut taux de suicide au Québec. Donc, c'est 28,4 hommes pour 100 000 personnes, ce qui est quand même élevé. Là, c'est la tranche qui est la plus élevée. Donc, on a encore un indice qu'à cet âge-là, il y a des bouleversements, il y a des choses qui se passent rendues à la retraite. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui se passe et l'argent n'arrange pas tout. Alors, avant aussi de commencer d'aller un peu plus dans le vif du sujet, puis question de bien se comprendre dans les prochaines minutes, on a décidé de définir quelques termes pour être sûr qu'on se comprend bien et qu'on s'entend bien. Alors, quelques définitions. Dépendance. Selon le Larousse, c'est un état, une situation de quelqu'un, d'un groupe, qui n'a pas son autonomie par rapport à un autre, qui n'est pas libre d'agir à sa guise.
L'indépendance, toujours selon le Larousse, c'est l'état de quelqu'un qui n'est tributaire de personne sur le plan matériel, moral ou intellectuel. Tandis que l'autonomie, c'est ce que nous, on entend par autonomie, c'est notre définition, c'est de demeurer dans une liberté qui nous permet d'agir librement, quelles que soient les circonstances et dans n'importe quelle situation de ma vie. Et ce, même dans sa réalité qui est changeante. Dans le fond, on pourrait parler de quelqu'un qui vit avec un certain handicap, mais qui, malgré ses limites, ses capacités extérieures, peut intérieurement être libre. Ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le dernier terme, l'interdépendance. C'est une découverte pour toute l'équipe, je vous dirais. Selon le Larousse, c'est une dépendance mutuelle réciproque. On peut parler de l'interdépendance dans les salaires et les prix. Ça, c'est la définition du Larousse. Mais ce qu'on a trouvé au niveau psychologie, selon Martin Dodge, c'est que les individus sont en constante interaction et que leur comportement, leurs émotions sont influencés par la nature de leurs liens mutuels. Tiens, ça rouvre une porte. Il y a Christophe André et Rebecca Shacklin, qui sont deux psychologues relativement connus. Si vous fouillez un petit peu, là, on les voit souvent. Eux parlent de ces liens qui nous font vivre. Et ça nous a accrochés. Et c'est ce qu'on a décidé de développer avec vous aujourd'hui, d'approfondir l'interdépendance pour aller mieux. Voilà. Alors, on va approfondir ça ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, le monde a été créé interdépendant. Si je vous donne par exemple des champignons dans les bois, ben, ils permettent à ce que les arbres soient moins rachités. Je ne sais pas s'il y a des jardiniers parmi nous, mais vous devez certainement connaître le compagnonnage de certaines plantes. Pour ceux qui connaissent ça un petit peu moins, le compagnonnage des plantes, c'est lorsqu'on met deux plantes à proximité l'une de l'autre, elles vont s'entraider l'une et l'autre. Je vous donne quelques exemples. La tomate et le basilic. Le basilic va pouvoir repousser certains nuisibles qui pourraient déranger le plant de tomate. Et les jardiniers affirment même que le fait de planter du basilic à côté des tomates, ça pourrait améliorer le goût de nos tomates. Les oignons et les carottes. L'odeur de l'oignon et de ses cousins peut perturber la mouche de la carotte, tandis que la carotte, elle peut éloigner la teigne du poireau. Fraisier et bourrache. La bourrache peut attirer des pollinisateurs, elle peut enrichir le sol et elle va stimuler la croissance des fraisiers. Ça, c'est pour Dame Nature, qu'est-ce qu'elle fait alentour de nous. Mais nous, comme espèce humaine, il faut se rappeler aussi que dès notre conception, on était aussi créé dans une dynamique d'interdépendance. Il y a d'abord la fusion nécessaire dans les premières années de la vie de l'enfant. Ensuite, il va suivre une diffusion. Et la petite recherche d'indépendance qui, plus tard, va mener vers une recherche d'autonomie. Hein? Ceux qui ont des enfants, on le voit, ils sont tout collés auprès de nous. Puis, année, dès qu'ils se mettent à marcher, hein, on les perd, puis ils grandissent, puis, chose qu'on sait, ben, ils quittent la maison. Alors, on pourrait dire que la pleine indépendance serait probablement une illusion. Hein? On est parti vraiment coller, faire une certaine autonomie. Il y a aussi différentes études sur le nourrisson qui démontrent que la sécurité peut être nécessaire. En fait, elle est nécessaire pour grandir vers l'autonomie. Alors, la sécurité affective permet d'oser d'aller vers l'interdépendance. À l'âge adulte, on va peut-être pouvoir reprendre aussi plus ou moins longuement dans nos relations amoureuses la période fusionnelle qu'on a connue au début. Et tranquillement, le couple va évoluer, puis on va s'en aller vers une interdépendance également. Il y a un petit danger aussi actuellement de se construire un univers pour acheter ou fortifier toute notre indépendance. Est-ce que ça m'arrive parfois de rêver d'être tout amélioré, d'être totalement autonome, dégagé de toute dépendance, ou est-ce que je recherche à être interdépendant? L'indépendance, elle est très valorisée dans notre monde actuel.
actuelle, et elle est souvent confondue avec l'autonomie. D'abord, il y a la vision aussi qui est courante dans notre société que d'avoir besoin des autres, de demander de l'aide, ben, c'est vu comme un signe de faiblesse, un signe de vulnérabilité, voire même un signe d'immaturité. Ça peut nous amener, ça, à vouloir se débrouiller tout seul. Fait que la survalorisation de l'indépendance peut nous mener carrément vers un burn-out parce qu'on s'est empêché de demander de l'aide. On a voulu se débrouiller tout seul. L'autre chose aussi qu'il faut distinguer, c'est la dépendance affective. Quand on peut pas vivre sans l'autre. Dans ce cas-là, ben, on peut pas migrer vers l'interdépendance parce qu'on n'a pas connu l'autonomie personnelle qui est préalable. L'interdépendance, dans le fond, c'est d'accepter de ne pas savoir tout seul. C'est un choix libre de se mettre en relation avec l'autre. Si on reprend l'exemple de la tomate et du basilic, la tomate reste une tomate, puis le basilic reste le basilic. Ils ne fusionnent pas ensemble. Ils restent distincts, mais ils vont s'entraider mutuellement. Alors, qu'est-ce que permet l'interdépendance? Selon diverses enquêtes, ce qu'on a trouvé, c'est que l'interdépendance permet de partager un objectif commun à tous les deux, de faire émerger le meilleur grâce à un climat de confiance. Ça permet de s'appuyer aussi sur des différences et des complémentarités. Car l'autre est plus dangereux, c'est une compétition. Le basilic ne compétitionne pas avec la tomate, puis la tomate ne compétitionne pas avec notre basilic. La tomate n'essaye pas d'être le basilic et le basilic n'essaye pas d'être une tomate. Alors, plus qu'on est conscient qu'on a besoin de l'autre, plus chacun va développer ses propres compétences pour faire face aux difficultés de façon autonome. Et lorsqu'on fait face à ces difficultés, c'est là qu'on commence à percevoir que la présence d'un proche est perçue comme un défi à relever et non une menace à éviter. Mais la grande question, me direz-vous, comment arrive-t-on à l'interdépendance? Alors, je reprends le partage d'écran en souhaitant ne pas faire de gaffe cette fois-ci. Alors, on était dans l'approfondissement de l'interdépendance. Comment arrive-t-on à l'interdépendance? On a quelques pistes pour vous. On va défiler chacun, je vais vous développer là, chacun de ces éléments-là, nommer la problématique, transformer la relation, exister, s'adapter, la négociation, les petits pas, les renoncements ou les deuils possibles. On va développer notre identité, garder un espace personnel, puis les pièges à éviter. Alors, première chose, nommer la problématique. Mettre des mots sur ce qui se passe et qu'est-ce qui accroche. Je vais avoir besoin de tourner mon regard vers l'intérieur. Comment je me sens dans la situation? Comment je me sens dans la relation? Qu'est-ce que le comportement de l'autre me fait vivre? Est-ce que je vis la frustration, l'injustice, la culpabilité, la solitude? Quelle est ma réaction aussi face aux événements? Important de prendre un petit pas de recul à ce moment-ci et de me regarder comme si on était dans une pièce de théâtre. Je me vois acter. Puis là, super important, on ne juge pas. On se tape pas sur la tête non plus. Le but, c'est pas de se faire du mal là-dedans. Pourquoi qu'on se regarde comme ça? Mais c'est pour mettre des mots sur qu'est-ce que je vis et comment j'agis. Parce que ça va me permettre de reconnaître et de conscientiser où j'en suis rendue. Vous savez, hein, vous ne pouvez pas quitter Trois-Rivières si vous ne savez pas que vous êtes à Trois-Rivières ou peu importe la ville. On ne peut pas quitter un endroit si on ne sait pas qu'on est là. Et si cette étape-là vous fait peur ou ça vous le dit pas, inquiétez-vous pas, il existe de l'aide à ce niveau-là qui se fait tout en douceur et on va vous proposer des pistes aussi à la fin à ce niveau-là. Cet exercice-là, ben, il est nécessaire pour pouvoir bien cerner ce qui m'appartient dans la situation et ce qui ne m'appartient pas. C'est quoi ma part et c'est quoi la part de l'autre? Peut-être que je subis le comportement de l'autre,
mais peut-être que je fais subir un comportement aussi à l'autre. Puis, on va regarder comment je me responsabilise dans ma réaction face à ces comportements-là. On n'a pas de pouvoir sur l'autre. On ne peut pas changer une couette dans le reflet d'un miroir, mais je peux peut-être travailler ma couette sur moi, par contre. Et lorsque je prends conscience de qu'est-ce qui se passe, je peux me poser la question, est-ce que je reste complice de ce qui m'arrive ou est-ce que je passe à l'action? Est-ce que j'essaie de faire bouger ce qui m'appartient, ma part à moi, sur ce sur quoi j'ai du pouvoir? Ce qui m'amène au point suivant, c'est comment transformer la relation. Mais avant, petite parenthèse, parfois il peut être nécessaire de quitter la relation. Si vous êtes dans des cas de violence, dans des cas où votre vie est en danger, votre santé est en danger, il n'y a pas de doute, là, il faut quitter. Il y a des ressources spécifiques qui sont là pour vous à ce moment-là. C'est pas ce qu'on va développer, je vous dirais, aujourd'hui. Si on peut poursuivre la relation, mais on va commencer par aller voir comment j'existe dans cette relation-là. Parce que oui, comment je me positionne? Est-ce que je m'adapte? Est-ce que je me suradapte? Parfois, on a acheté la paix, hein? On a fait notre bout de chemin, on s'est effacé, on s'est bâillonné, on a refoulé ben comme faut nos désirs. On s'est suradapté. On a laissé toute la place à l'autre. Mais vous savez comme moi qu'on ne peut pas vivre comme ça toute une vie, sans subir des contre-coups dans notre psyché, puis dans notre corps aussi. Alors, ben, on va apprendre à exister, à prendre sa place dans la relation, mais sans écraser l'autre non plus. Je parlais d'interdépendance un peu plus tôt, ça va nous amener une juste relation à l'autre. On va travailler un équilibre entre les deux. La retraite, elle nous amène dans une nouvelle réalité qui n'est pas nécessairement à subir, mais qui va nous demander une adaptation de part et d'autre, mais sans perdre notre identité propre, notre propre couleur. Puis pour les couples, ben c'est souvent le passage d'une relation vécue qu'on était indépendant, on avait chacun notre travail, notre autonomie, vers l'interdépendance qui va demander une communication empreinte de respect, de patience et de bienveillance. Ça va être un réel apprentissage pour plusieurs. Et il va se créer un engagement en profondeur qui va se traduire dans un agir qui va donner du sens à la relation, qui va s'en trouver renouvelée. Parfois, exister, ça va nous amener sur le chemin de la négociation. Mais oui, et ça, Lucie, elle va nous en parler tantôt. Alors, négocier, c'est aussi, ça peut être s'écouter en vérité. Hein. C'est pas nécessairement un bras de fer avec l'autre. On se présente pas nécessairement avec des gants de boxe, là. On va pouvoir développer une écoute qui va tenir compte des valeurs de chacun, qui va porter attention aux aspects qui sont satisfaisants, mais les aspects qui ne sont pas satisfaits non plus dans la relation. Ça va prendre une écoute qui va être à la base d'une relation qui va être bienveillante envers soi, mais envers l'autre aussi. S'écouter en vérité, l'un et l'autre, ça va demander un cœur ouvert. Une implication de toute notre personne qui va se laisser inspirer par notre petit guide intérieur ou notre boussole. On a toute notre petite boussole qui fait qu'on sait si on est dans la bonne direction ou pas. Alors, ça va être important de faire confiance à cette petite boussole-là. Une fois qu'on a un petit peu une petite direction, une intuition, va être important d'entrer en action, de faire quelque chose de concret. Alors, quel petit geste qui est à ma portée, que je peux poser aujourd'hui, ici et maintenant? Quelque chose qui va être mesurable, qui va être réalisable. Hein? C'est bien important qu'il soit à ma portée, sinon c'est comme les résolutions du nouvel an, on les tient pas. Que ce soit vraiment réaliste. Pourquoi? Ben parce qu'on veut pas rester complice des désordres de l'autre. En prenant ma place, en existant, ben, je vais permettre à l'autre aussi d'exister et prendre sa juste place. Hein? On fait un équilibre. Ça, ben, c'est plein de vie, c'est plein d'espoir. Ça peut nous amener aussi à agir le non. Des fois, on va avoir des noms, des renoncements à faire. Mais quand c'est réfléchi, c'est assumé, c'est ajusté, habituellement, c'est bien reçu.
Parfois, ben, ça l'est un peu moins et ça se peut que des fois, il y ait des dommages collatéraux. Oui. Vous savez, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein. Dans le changement, ben, il y a des bénéfices qu'on peut perdre, des attentes desquelles on doit se détacher, hein. Un conjoint qui communique pas, puis malheureusement, il communiquera peut-être pas plus tard. L'idéalisation d'un conjoint romantique, on aime ça quand il se m'écoute. Une relation harmonieuse avec nos enfants, on aimerait ça qu'ils soient plus présents, qu'ils jasent plus. Mais ces illusions-là, des fois, c'est comme des liens qui nous enchaînent, puis qui nous ligotent, puis qui nous empêchent d'être vivants, puis de profiter pleinement de la vie et de nous épanouir. Renoncer à ces éléments, aussi douloureux que ça peut être, va nous mener sur un chemin véritable de vie. Du moins, ça va nous amener vers autre chose. Ça va être important aussi à travers l'interdépendance. On va développer notre propre identité, notre séparation intérieure. On reste une tomate ou on reste un basilic, on reste qu'est-ce qu'on est, on ne mélange pas à l'autre. On va garder aussi un espace personnel dans le respect de l'autre. Mais sur la route de l'interdépendance, hein, il y a quelques petits pièges, il y a quelques petites choses à éviter. Et on en a nommé 4. La fusion, la confusion, l'emprise et la convoitise. La fusion, ben, c'est qu'on se mélange avec l'autre. On coupe nos tomates, puis on coupe notre basilic, on met ça ensemble, ça fait une salade. C'est la même affaire, on est ailleurs. La confusion, ben, on embarque dans les bottines de l'autre. On ne sait plus qui fait quoi. On est tout mêlé. L'emprise, ben, on voudrait donc contrôler là. On voudrait donc qu'ils fassent comme nous autres, on veut. Ou, ben, on se laisse contrôler et on fait tout ce que l'autre nous demande si on oublie nos désirs intérieurs. Et la convoitise. Ah, là, on se compare aux autres, hein? On aimerait donc bien avoir ce que le voisin a. Ah, tu sais, c'est bien, eux autres, ils voyagent, eux autres, ils font ci, eux autres, ils font ça, eux autres, ils ont ci, eux autres, ils ont ça. Ouais, mais l'herbe n'est pas toujours plus verte chez le voisin pour de vrai. Alors, ça va être à faire attention à faire à ces petits pièges-là. Donc voilà, c'est quelques pistes qu'on avait à vous offrir sur l'interdépendance qui peuvent vous guider, vous donner des trucs pour faire ce passage-là vers la retraite ou peut-être vous donner un nouvel élan dans cette étape-là de votre vie. Mais quoi de mieux que d'entendre quelqu'un qui a traversé ça, qui pourrait vous concrétiser vraiment c'est quoi l'interdépendance. Alors, je vais céder la parole à Lucille qui va vous livrer un témoignage qui est fait en toute authenticité et qui est vraiment, mais ma foi, très inspirant. Je dirais, l'équipe, on a été tous touchés par ce qu'elle a à nous livrer aujourd'hui. Alors, Lucille, je te laisse livrer ton témoignage. Merci. Merci, Josée. Alors, je commencerai par préciser que moi, je suis veuve depuis 17 ans, là, au mois d'août. J'ai vécu 35 ans avec mon conjoint et on a eu 5 ans à la retraite. Mais le chemin qu'on avait fait avant d'entrer à la retraite, je pense que si on était encore ensemble, on aurait à continuer de le travailler parce que devenir de plus en plus qui on est et dans un profond respect l'un de l'autre, je pense que c'est jusqu'au dernier souffle que ça peut se vivre. Alors l'été dernier, moi j'ai été célébrante du mariage de ma petite fille et ça m'a amené à faire un voyage intérieur dans les diverses étapes de la vie de couple qu'a été celle avec mon conjoint. Quand on a célébré le 25e anniversaire de mariage, je me souviens d'avoir dit, on a vraiment labouré la terre de notre couple. Personnellement, j'ai une dynamique fusionnelle. C'est facile pour moi de me suradapter et de dire avant tout, toi, qu'est-ce que tu veux, comment tu vois ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accueillir mon vécu intérieur réel, accueillir mes émotions, entendre ma peine, ressentir la colère, nommer, oser me dire en vérité. Acheter la paix, je dirais qu'on a connu ça. Avoir peur de perdre l'autre, avoir peur d'être abandonné si je dis vraiment qui je suis,
La difficulté de mettre des limites, on parlait d'agir le non, ça n'a pas toujours été évident. Heureusement, j'ai eu un conjoint qui était très ouvert à ce qu'on aille se chercher de l'aide. Alors, on a fait le Curcio, on a fait plusieurs sessions de week-end amoureux. Et j'avais compris dans Week-end amoureux les étapes dans la vie d'un couple. Fusion, interdépendance, mais ce qui passe avant par l'indépendance. J'avais compris l'importance de soigner le climat affectif. Alcooliques Anonymes et Al-Anon nous ont été d'un grand secours. Ils sont arrivés dans notre vie après la période de fusion où on avait l'impression que nos routes se séparaient vraiment. L'indépendance, moi j'ai vécu ça à fond. La quête de l'autonomie, puis l'indépendance, c'était mêlé. Je dirais qu'il y avait beaucoup de confusion de mon côté. J'étais facilement revendicatrice. J'apprenais à me dire, je savais que je voulais plus vivre avec les conséquences de l'alcoolisme. Alors la journée où j'ai annoncé que je partais, lui a arrêté de consommer. 4 mois plus tard, on est revenus ensemble. Moi, j'étais accompagnée à ce moment-là en PRH, personnalité relations humaines, et avec Al-Anon. Et on peut dire, à son décès, il avait 25 ans de sobriété. J'avais compris que aimer, c'est une décision. Lita Bassett, dans une conférence, avait expliqué que le mot amour en français peut porter à confusion. J'aime des personnes, j'aime mon chat, j'aime mon char, j'aime les belles choses. Elle avait évoqué que souvent, dans nos relations, on associe le mot amour avec le mot vibrato. Tant que ça vibre, on sait qu'on aime. La journée qu'il n'y a plus de vibrato, c'est là qu'on va choisir d'aimer. Elle nous avait interpellés sur la parole « aimez vos ennemis », en nous disant qu'il y avait des personnes qui disent « ben moi, j'en ai pas d'ennemis ». On avait bien ri quand elle nous avait dit « ben moi, des fois, c'est mon mari qui est mon ennemi, puis des fois, c'est moi qui suis son ennemi ». Simone Paco écrit « La psychologie attire notre attention sur la nécessaire alternance de l'amour et de la haine dans la relation. Reconnaître ça et accepter, ça construit notre vie psychologique à la condition que la haine soit bien arrimée à l'amour. Moi, j'aime beaucoup dire maintenant, ça rejoint le psaume, amour et vérité se rencontrent. Personnellement, j'ai eu à sortir de l'image idéale du couple. J'ai été longtemps enfermée dans la quête du couple idéal. Alors que je suis humaine avec mes forces, mes limites, l'autre aussi. Tous les deux, nous portons nos blessures. Notre couple portera aussi ses zones d'ombre et de lumière. Accepter que tout ne soit pas parfait. Sortir de l'idéalisation de la famille, du couple, des enfants parfaits, d'être des parents parfaits. Apprendre que le conflit fait partie de la vie et apprendre à le vivre dans l'amour et la vérité. Moi, j'ai vécu cette étape-là de perte d'idéalisation quand on est revenu ensemble après la séparation. Je m'étais alors dit, notre couple est un couple handicapé, blessé. Si on avait un enfant handicapé, on lui donnerait plein d'amour. Alors comment on fait ça? Et ça se peut qu'à la retraite, on découvre que on a un couple qui peut être blessé, qui porte son histoire de blessure. L'accompagnatrice en PRH m'avait alors donné une suggestion qu'on a suivie. On allait au restaurant toutes les semaines, une fois par semaine, et c'était le temps de plainte. Au lieu de se plaindre à tous les jours, c'était comme on pouvait aller faire une espèce de grand ménage de la semaine. Je dirais aujourd'hui, quelle patience a eu mon conjoint. Je pense que ma plainte a duré 3 mois. Mais après, on est allé au restaurant plusieurs fois par semaine. On avait du plaisir à être ensemble et ça a duré jusqu'à ce que la maladie arrête ça. On avait aussi lu le livre « Je choisis de t'aimer » écrit par le psychologue Edward Ford. Et lui, il nous faisait faire l'exercice d'écrire à chaque jour, pendant 6 mois, 2 choses positives que l'autre faisait. Je donne un exemple. Il est toujours agressif. Ben, je vais écrire 2 choses par jour où il agit avec douceur. Puis je cherche pas les grosses affaires. Il peut m'avoir dit bonjour avant de fermer la porte, puis ça a été correct. Il a pu me parler comme faut au téléphone, ça a été correct.
on pourrait dire, elle chiale tout le temps. Alors, je note 2 choses dans la journée où elle n'a pas chialé, où elle m'a dit merci, où elle a fait attention à moi. Puis il disait, au bout de 6 mois, vous donnez ça à l'autre. Personnellement, j'ai fait l'exercice pendant 2 semaines et le virement de perception s'était fait. J'ai pris ma retraite du monde scolaire en 2004. Lui était alors en arrêt de maladie, en dépression profonde. J'étais accompagnée par un psychologue et lui par un psychiatre et on a traversé ensemble. Moi, je suis une femme qui a fait partie de celles pour qui l'autonomie des femmes est très importante, avec la conviction que ça commence par l'autonomie financière. C'est avec Alanon que j'ai découvert ça beaucoup. J'étais très engagée pour que les femmes, on apprenne à voir clair en situation de violence verbale, psychologique, financière, et qu'on soit vigilante devant la violence physique. Au fil du temps, le mouvement Rendez-vous m'a aidé à comprendre que pour un couple sain, ça prend 2 jeux adultes. J'aimais l'image de la tomate et la basilic. Notre identité profonde pour former un nous unique. Et chaque nous est unique. Alors devient un je. Développer ma différence, mon unicité, accueillir la différence de l'autre. Ça suppose qu'on prend le temps de nommer qu'est-ce qui est important pour moi. Quel est mon besoin? Quel est mon désir profond? Qu'est-ce qui est négociable pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Avec Week-end amoureux, on avait fait une fin de semaine sur apprendre à négocier. Et là-dedans, on nous disait, c'est important, avant de commencer quoi que ce soit, de se dire, j'ai droit à ma vérité, j'ai droit au respect de l'autre, j'ai droit d'être respecté, puis l'autre a droit à sa vérité. Et là, on prend le temps d'écrire chacun qu'est-ce qui est difficile, là? Comment je vois le problème? Puis chacun n'a pas la même vision du problème, même si on vit le même problème. Alors, quelle est sa vision? Comment je me sens dans cette difficulté-là? Et l'autre aussi écrit comment il se sent dans cette difficulté-là. Puis après, quelle solution je verrais? Et là, on partage sur comment je vois le problème, comment je me sens. Puis ça, on négocie pas ça, c'est pas négociable. C'est ma vérité, c'est le respect que j'ai à avoir envers moi. Mais on va négocier sur la solution. Et on nous disait, dans 2, 3 semaines, on va venir évaluer ensemble. Est-ce qu'on a essayé depuis 2, 3 semaines? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on refait une autre recherche d'une autre solution pour tranquillement arriver à traverser la difficulté? Alors, l'interdépendance s'est installée doucement. Moi, j'avais besoin de son point de vue, de son sens analytique, de sa vision des choses. Puis c'était quelqu'un qui était capable de mettre des limites. Alors, j'avais besoin de ses noms structurants. Lui avait besoin de mon sens de la compassion, de ma douceur, de ma féminité. À la retraite, j'ai continué un travail, moi, qui demandait moins d'heures. On jouait aux cartes tous les jours. Ça a été des moments très importants. Les vacances, c'était bon. L'arrivée des petits-enfants, on a vécu d'une belle étape. Parce qu'on était plus proches, puis parce que moi, j'avais une vie à moi, le départ des enfants s'est fait en douceur. Le dernier Noël vécu ensemble coïncide avec notre 35e anniversaire de mariage. Après son départ, moi, j'ai reconnu que notre lien d'être était profond, même si la communication était blessée. Alors, d'être au clair avec ça, qu'est-ce qui nous unit profondément? Puis comment on va travailler pour que la communication soit de plus en plus ajustée? Quelques mois avant de recevoir le diagnostic du cancer au cerveau, ça arrivait qu'il y avait des épisodes, des crises d'humeur. Et il m'avait dit, tu devrais partir. Et moi, j'avais comme décidé très clairement, je vais aller au bout, jusqu'au bout avec toi. Ma seule limite, c'était de pas me mettre en danger au plan physique. À ce moment-là, j'avais appris à prendre soin activement de moi. Des exercices, des amitiés soutenantes, un travail épanouissant, et j'ai la grâce de vivre le moment présent. Alors, c'est très, très utile. Et ça, à la retraite, je pense que de savourer ce temps qui nous est donné, même à travers les grandes difficultés qu'on peut vivre. Quand le diagnostic du cancer est arrivé, là, j'ai vécu de la peur, une très grande peine. J'ai touché la vulnérabilité. Et c'est avec la psy que j'ai compris qu'être vulnérable, c'est pas être fragile.
Être vulnérable, c'est être capable de se laisser toucher par ce qui arrive, c'est accueillir l'émotion, la vivre, la traverser. Alors, à travers la présence à l'hôpital tous les jours, on a traversé ensemble ce passage-là, sachant que même si on est dans le même passage, on a chacun notre expérience propre. Lui apprend à vivre la fin de vie. Moi, j'apprends à vivre une situation qui est pas évidente, mais que moi, j'ai à continuer de vivre. À ma grande surprise, l'angoisse de la mort alternait avec des moments de très grande sérénité et de son côté à lui et moi, et je dirais même des moments de joie. J'ai des souvenirs là, vraiment touchants à ce niveau-là. J'honore cette partie de moi qui a su prendre soin de moi. Ma famille, la psychologue, les amis, l'accompagnateur spirituel. 4 jours après le diagnostic du cancer, on était le 8 mars, il me dit « J'aimerais ça aller mourir à la maison. » Alors, avec la psy, moi, j'ai pu entendre « Moi, je suis pas prête à ça. » Et elle m'a reflété pour aujourd'hui. Et ce mot-là, pour aujourd'hui, moi, il a libéré un espace pour faire un chemin, pour être moi-même dans ça, puis en même temps, ouvrir l'espace. Alors, le 1er juillet, il est arrivé à la maison avec les soins palliatifs. Moi, j'avais avisé mes amis, puis ma famille, si vous voyez que je me mets en danger, parce qu'on entre dans ça et on peut être submergé facilement, je vous autorise à me faire signe. Les drapeaux rouges se sont tous allumés la même semaine. En moi, je portais la conviction que la mort et la vie, c'est intimement lié. Pendant que lui apprend à vivre cette étape, moi, j'apprends à rester dans la vie, quel que soit l'événement. Et j'ai apprivoisé. Je pense qu'à la retraite, on a le passage à faire, peu importe notre situation, la nécessaire séparation intérieure qui doit se faire à différentes étapes dans notre vie. Je ne suis pas l'autre, l'autre n'est pas moi. La grâce que j'ai eue, c'est une parole de Dieu. Je savais même pas à l'époque qu'elle venait d'un psaume. En mon âme, tu fais grandir la force. Cette parole-là, tous les matins, en mon âme, tu fais grandir la force. Beaucoup de gratitude aussi. Simone Paco nous dit comment la gratitude est une force de vie. Alors, j'ai eu cette grâce-là de vivre dans la gratitude tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, toutes les personnes mises sur la route. J'avais gardé 10 heures de travail. Moi, c'était ma façon d'avoir mon espace à moi, parce que dès que j'étais dans les alentours de la maison, ils demandaient, évidemment, là, dans la grande vulnérabilité. Puis, évangélisation des profondeurs est arrivée dans ma vie 1 an après son départ. Aujourd'hui, je sais que j'ai profondément besoin des autres et je porte une couleur unique que je continue d'approfondir et de déployer, et tout ça en ouvrant sans cesse à l'Esprit Saint, puis en marchant avec plein de monde, dont vous autres là, qui êtes là ce matin. Alors, merci. Bonne suite. Alors, merci beaucoup, Lucille. C'est très inspirant ce que tu nous as partagé. Je te remercie pour ton engagement parce que tu t'es vraiment impliqué et vraiment, on a beaucoup apprécié ta parole de vérité, je dirais. Hein. Alors, ce que tu fais ressortir de tout ton témoignage, hein, c'est que il y a des pistes, tu sais, il y a toujours des solutions et il y a des pistes que tu nous as ouvertes. Hein. Parfois, on peut avoir besoin l'aide d'un psychologue ou d'une psychologue. Il y a même des psychologues qui sont spécialisés dans les relations de couple. Hein. Sur Internet, je pense qu'on peut trouver à peu près tout ce qu'on peut, puis des fois d'en parler avec les autres, on a des références qui peuvent nous être données. Il y a aussi, on a parlé depuis le début du webinaire, on a parlé des sessions d'évangélisation des profondeurs. Alors, ça aussi, je peux vous dire, moi, par l'expérience, moi, la session, je pourrais dire qu'elle a beaucoup aidé à ma relation de couple parce qu'il y a beaucoup de repères qui sont donnés tout au long de la session. Les repères de vie que Simone, toute son intuition par rapport à ça, c'est vraiment aidant pour les relations. Bon, tout ce que nommé tantôt José, fusion, confusion, emprise, convoitise,
on voit ça en profondeur dans la session. Il y a aussi les livres de Simone, hein, qu'on retrouve les contenus. Ça peut être très aidant. Il y a les groupes de lecture qui sont formés de tous les livres. Je pense qu'on peut trouver il y a beaucoup de régions où il y a des groupes de lecture. Alors ça, vous pouvez vous informer. Vous allez sur le site du Pèlerin où vous vous êtes inscrit d'ailleurs pour le webinaire et vous aurez de l'information là-dessus. Euh, je peux vous dire que, bon, si toutefois vous avez de la misère au niveau du site, vous pouvez nous retrouver dans la section services et vous allez voir évangélisation des profondeurs et vous avez toute l'information nécessaire.